Le 11 janvier 2021, le journal The Land Report sort une enquête. On y apprend que Bill Gates est désormais le plus gros propriétaire de terres agricoles aux États-Unis, avec plus de 97 900 hectares. Cela représente 9 fois la surface de Paris ou encore 3 fois la surface de l'île de Malte. Pourquoi la quatrième fortune mondiale achète des champs de pommes de terre, de maïs et de blé? Et pourquoi en achète-t-il autant? Pour un homme qui a bâti sa fortune dans la tech, cela semble étonnant. Mais en fait, on va le voir ensemble, pas vraiment. Vous allez même vite comprendre que vous feriez bien de vous inspirer de celui qui est classé quatrième fortune mondiale. Tout commence avec une mystérieuse transaction. Nous sommes alors en 2018 et plus de 5800 hectares de champs de pommes de terre, de maïs et de blé viennent de changer de propriétaire pour la modique somme de 171 millions de dollars. Des transactions de cette taille, on en voit peu. Habituellement, quelques centaines d'hectares s'échangent, mais plusieurs milliers, c'est exceptionnel. Seuls les fonds souverains et les investisseurs institutionnels peuvent faire un chèque pour des parcelles de cette envergure. D'ailleurs, le vendeur de ces 5800 hectares était John Hancock Life Insurance, qui est, comme son nom l'indique, une compagnie d'assurance. En revanche, au départ, le nom de l'acheteur n'était pas connu. Cet article parle d'un investisseur de Louisiane. Je vous passe les détails de l'enquête réalisée par The Land Report. Après avoir réussi à remonter d'information en information, de société en société, un nom tombe, Bill Gates. Une question se pose alors, pourquoi? Vous le savez peut-être maintenant, j'adore Reddit. On y trouve des pépites sur n'importe quel sujet, alors j'ai d'abord enquêté de ce côté. Et bien sûr, je suis tombée sur les meilleures théories du complot. On sait que Bill Gates investit dans des entreprises qui produisent des alternatives végétales à la viande. Et plus particulièrement, Impossible Foods et Beyond Meat. Et si son plan était d'acheter un grand nombre de terres agricoles, et notamment des terres où on cultive le maïs, qui constitue la principale source d'alimentation du bétail, et ensuite de refuser de vendre ces aliments aux agriculteurs qui produisent du bétail, ce qui créerait une pénurie de bétail et une augmentation des prix, et enfin une obligation de se tourner vers des alternatives de la fausse viande. Quel plan machiavélique! Mais en fait, ça ne tient pas du tout la route parce que notre cher Bill détient à peine 0,03% des terres agricoles aux États-Unis. Oui, il détient presque 100 000 hectares de terre, c'est beaucoup, mais les États-Unis, c'est très grand, donc pas de quoi menacer les éleveurs de vaches. Alors peut-être qu'au contraire, Bill Gates investit dans un but louable, peut-être qu'il souhaite avoir un impact positif, contribuer à rendre l'agriculture plus respectueuse de l'environnement. J'ai alors cherché de ce côté-là et j'ai découvert plusieurs éléments qui vont dans ce sens, notamment la création récente par la fondation Bill et Melinda Gates d'une initiative concernant les terres agricoles, Gates AG1, une structure à but non lucratif. L'objectif de cette organisation, je cite, accélérer les efforts pour permettre aux petits exploitants agricoles des pays en développement, dont beaucoup sont des femmes, d'accéder aux outils et aux innovations abordables dont ils ont besoin pour améliorer durablement la productivité des cultures et s'adapter aux effets du changement climatique. Tout paraît cohérent, mais je vais encore vous décevoir. Le 19 mars, Bill Gates a répondu à plusieurs questions sur Reddit, encore une fois. Parmi ces questions, celle qui nous intéresse, Hey Bill, pourquoi vous achetez autant de terres agricoles? La réponse, mon groupe d'investissement a choisi de faire cela. Ce n'est pas lié au climat. Donc, selon Bill, ces multiples achats de champs à travers les États-Unis n'ont rien à voir avec ses combats pour le climat. Ce n'est même pas lui qui a décidé d'investir, mais son groupe d'investissement. Ok, allons fouiller de ce côté. Plus précisément, on parle de Cascade Investments, la holding qui gère une grande partie de sa fortune, 75 milliards de dollars. Et là, je dois vous présenter un homme, Michael Larson. En 1994, Bill Gates l'a engagé pour diversifier son portefeuille qui était à l'époque concentré sur Microsoft, tout en maintenant des rendements comparables ou supérieurs. Selon cet article, paru dans le Wall Street Journal en 2014, les investissements réalisés par Michael Larson comprenaient alors une participation substantielle dans AutoNation, des intérêts dans l'hôtellerie tels que l'hôtel Charles à Cambridge et le Four Seasons à San Francisco, et au moins 100 000 acres de terres agricoles en Californie, en Illinois, en Iowa, en Louisiane et dans d'autres États. Aujourd'hui, ce chiffre a plus que doublé pour atteindre 242 000 acres, soit près de 100 000 hectares, on le disait en début de vidéo, un investissement représentant plus de 690 millions de dollars, d'après The Land Report, faisant du couple Gates les plus gros propriétaires terriens des États-Unis. En bref, une stratégie orientée value, une stratégie
plutôt conservatrice, et toujours selon cet article, une stratégie qui a payé puisque depuis 1995, les investissements réalisés par M. Larsen ont délivré un rendement annuel moyen de 11%, soit plus que le S&P 500. Donc en fait, ces investissements dans les terres agricoles s'expliquent par une raison bien terre à terre, si j'ose dire, l'argent. Je vous rapporte quelques chiffres et faits lus dans cet article qui est bloqué maintenant, donc vous allez devoir me croire sur parole. Les terres agricoles américaines en tant que classe d'actifs ont généré une performance annuelle moyenne de 11% dans les 85 dernières années. La moitié de cette performance provient des revenus locatifs et l'autre moitié provient de l'appréciation de la valeur des terres. C'est mieux que le marché boursier américain et plus précisément que l'indice S&P 500. Deuxième avantage des terres agricoles, c'est que l'évolution de leur prix est décorrélée du marché boursier. Alors que le marché des actions a chuté de 20% entre début 2007 et 2011, la valeur des terres agricoles a augmenté de 20%. Attention, cela ne veut pas dire que leur valeur ne peut pas baisser. D'ailleurs, dans les années 80, le prix des terres agricoles aux États-Unis a fortement chuté. Et toutes les cultures ne rapportent pas la même chose à surface égale. Il est difficile de comparer un champ de maïs à une culture de pistaches, d'amandes ou de pommes. Autre atout des terres agricoles dans un portefeuille, la volatilité de cette classe d'actifs est très faible, presque équivalente à celle des obligations du Trésor américain sur 10 ans. On voit ici la comparaison entre la volatilité des terres agricoles en vert foncé, du S&P 500 en vert clair et des obligations du Trésor américain à échéance 10 ans en bleu clair. Enfin, les terres agricoles sont une bonne protection contre l'inflation. Dans le passé, elles ont surperformé l'inflation de 2 points. C'est assez logique car les cultures sont des produits de base ou servent à fabriquer des produits de base dont le prix augmente en période d'inflation. À détail important, l'acquisition et la détention de terres agricoles présentent quelques avantages fiscaux. C'est vrai aux États-Unis et c'est aussi vrai en France. En bref, acheter des champs, a priori, ça ne fait pas rêver, mais c'est intelligent. Alors, comment fait-on pour copier Bill Gates sans avoir le même budget ? Malheureusement, les options hors des marchés financiers sont limitées et en particulier en France. Aux États-Unis, des plateformes comme Farm Together permettent d'investir à plusieurs sur des terres agricoles. On voit ici des exemples d'opérations, la durée de détention est longue, 10 ans, et les projets sont rares. En France, vous pouvez acheter des parts de groupements fonciers viticoles qui permettent d'investir à plusieurs sur des domaines viticoles. Néanmoins, ne vous attendez pas à des rendements de folie et pareil, la durée de détention est longue. Il existe aussi plus généralement des groupements fonciers agricoles et des groupements fonciers forestiers. Si on se tourne vers les marchés financiers, deux REIT investissent sur des terres agricoles aux États-Unis. Il y a Gladstone Land, qui est le plus important en taille et qui verse un dividende de 2,36% à l'heure actuelle. Et il y a aussi Farmland Partners, qui verse un dividende de 1,48% au cours actuel. Si on élargit aux forêts, il y a par exemple Weyerhaeuser, qui investit sur des forêts et les exploite. Vous le voyez ici et en particulier sur cette action-là, le gros inconvénient de se tourner vers les marchés, c'est la volatilité. Je rappelle que cette vidéo est à but de divertissement uniquement, je ne donne aucun conseil en investissement, donc faites vos recherches avant d'investir. On poursuit avec des produits qui permettent d'investir non pas sur de la terre, mais sur les matières premières directement. Par exemple, l'ETF Lixor CRB, qui a lui aussi une performance en dents de scie. Excellente performance depuis le début de l'année, plus de 22%. Mais vous voyez ici que la performance calendaire est très inégale. La performance cumulée est très bonne sur l'année dernière, mais quand on regarde sur 3 ans et depuis la création de cet ETF, cela fait beaucoup moins rêver. Bien sûr, on ne le dira jamais assez, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc le mouvement haussier qu'on connaît depuis l'année dernière peut très bien se poursuivre. Et on va terminer par des actions liées au secteur agricole. Par exemple, Deere, une entreprise qui est dans le portefeuille de Bill Gates et qui est connue pour fabriquer des machines agricoles. Action qui a déjà bien augmenté depuis le début de l'année. L'action Deere est en feu et c'est grâce notamment à ARK Invest qui a investi dessus dans le cadre de son ETF Exploration spatiale. Non, ne me demandez pas de vous expliquer le rapport entre l'exploration spatiale et ces jolis tracteurs. Dans le même secteur d'activité que Deere, il y a aussi AGCO ou AGCO Corporation qui détient plusieurs marques de machines, de tracteurs, bref, tout pour plaire aux agriculteurs.
Et enfin, plutôt que d'investir dans des actions individuelles, vous avez aussi la possibilité d'investir sur des ETF comme celui de Van Eck Vectors Agribusiness ETF, symbole MOO, qui investit sur l'agriculture au sens large, des entreprises dans le domaine des fertilisants, des graines, de la santé animale, des équipements pour l'irrigation, des machines, etc. On a ici le top 10 des positions de ce portefeuille, top 10 qui inclut DIR qu'on vient de voir, la performance annuelle moyenne depuis sa création en 2007 est de 7,67%. Et je vous montre ici l'évolution du cours depuis 2007. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, likez cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. On se retrouve très prochainement et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!